Pourquoi votre vie est-elle plus simple que celle du chat domestique d'un pharaon? Parce que, mes amis, vous ne vivez pas seulement une journée dans l'Égypte ancienne. Croyez-moi, si tel était le cas, vous supplieriez pour le canapé de votre mère et le Wi-Fi avant même le petit déjeuner. Nous parlons d'une civilisation célèbre pour ses pyramides et ses rois-dieux, mais sous toute cette tour et cette grandeur. Une réalité si brutale qu'elle ferait passer votre trajet du lundi matin pour un après-midi au spa. Alors, avant de nous plonger dans ce rôtissage historique, et croyez-moi, le soleil n'est pas le seul à rôtir ici, faites-moi une faveur, récrassez ce bouton « J'aime ». Abonnez-vous si vous appréciez vraiment mon sarcasme historique, et dites-moi d'où vous regardez. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour ce doux bourdonnement atmosphérique, et car vous n'en auriez certainement pas eu à l'époque, et soyons inconfortablement réalistes sur le pays du Nil. Bienvenue en Égypte ancienne, pays des pyramides, des dieux et d'un rayonnement UV si intense qu'il semble vous viser personnellement. Avant même que vous ne songiez à ouvrir les yeux, le soleil incinère déjà votre fragile cabane en roseau. Pas de rideaux, pas de store et certainement pas de climatisation, juste la chaleur brute et implacable du désert, cuisant tous y compris vous avant le petit déjeuner. Vous êtes affalé sur une paillasse rêche, couvert d'un drap de lin qui suggère plus qu'il ne protège. Cette brise-huile promise dans tous ces documentaires voyages, oui, elle est probablement morte vers Sibrantav, Jessie. Au moment où vous titubez dehors, il flirte avec Trond Zuzusi et ce n'est même pas le milieu de la matinée. Le soleil égyptien ne se contente pas de briller, il attaque. Votre tunique en lin, inutile. C'est comme porter du papier de soie dans un sauna. Et oubliez la crème solaire, pas d'aloe vera, pas de SPF 5, même pas un chapeau souple avec un logo. Votre meilleur pari est de vous enduire de boue, tenez-vous bien, d'excréments de crocodile. Apparemment, cela pourrait vous empêcher de vous transformer en torche humaine. Insistons sur le pourrait. Midi, les pierres sous vos pieds nus sont assez chaudes pour cuire des lentilles. L'ombre est un luxe plus rare qu'un bon signal Wi-Fi. Vous pourriez trouver un breur-épi derrière un mur de briques de terre, mais même ce mur transpire. Vous, en revanche, avez l'air d'avoir été jeté dans un four en terre cuite dont on aurait oublié de régler la minuterie. Et n'osez pas vous plaindre, Ra, le dieu soleil, veille. Dans l'Égypte ancienne, le soleil n'était pas seulement la météo, c'était une autorité divine. Plus la journée était chaude, plus Ra se sentait puissant. Donc, si vous fondez, c'est fondamentalement un compliment spirituel. Survivre une journée ici demande hydratation, humilité et une tolérance à toute épreuve pour vous sentir comme un poulet rôti. Et ce n'est que le matin, bon, vous vous êtes traîné hors de cette paillasse rêche. Bonne nouvelle, l'île Nil n'est qu'à quelques pas. Mauvaise nouvelle, Ri vous le sentez avant de le voir. Oui, le puissant Nil, donneur de vie, fleuve sacré, la raison même de l'existence de cette civilisation. Mais soyons honnêtes, il sent aussi comme une poissonnerie qui aurait mal tourné avec un marécage. Ces rives grouillent de mouches, de grenouilles et de choses qui ne devraient probablement pas avoir de pattes mais en ont totalement. Pourtant, c'est là que vous vous baignez. Le savon n'a pas encore été inventé, et même s'il l'avait été, vous n'auriez pas pu vous le permettre. Au lieu de cela, vous vous lavez avec la technologie de nettoyage la plus fraîche de l'époque Trill-Sable. C'est ça l'exfoliation à l'égyptienne. Frottez-vous simplement avec des grains grossiers et appelez cela votre routine de soins. C'est comme le papier de verre de la nature, mais moins efficace. Lavez les vêtements, également faits dans le Nil, ce qui signifie les battre contre des rochers en priant qu'un crocodile ne prenne pas votre lessive pour une savoureuse collation de midi. Oh, et pour ajouter au plaisir, n'oublions pas les rejets d'eaux usées occasionnels venant d'en amont. Rappelez-vous, les gens, le bétail et le bateau funéraire occasionnel partageant toute cette rivière. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, cela est considéré comme propre. Vous frottez, rincez, et en ressortez vous sentant légèrement moins collant, et seulement modérément plus inquiet des sangsues. Si vous êtes un citadin à Menfi ou Thèbes, vous avez peut-être la chance d'utiliser un bassin public ou une citerne. Pour tout le monde, c'est le Nil ou rien.
Et n'attendez aucune intimité, c'est un espace de bain public, partagé par les familles, les voisins, le bétail, et le curieux hibi picorant autour de vos chevilles, comme s'il payait un loyer. Des jarres d'eau sont remplis et équilibrés sur les têtes, ramenés à votre maison en briques de terre, avant que la chaleur de midi ne transforme l'argile en toast. C'est un rituel quotidien, les spirituels, nécessaire et légèrement traumatisant. Alors oui, le Nil est sacré. Il vous nourrit, vous nettoie et étanche votre soif. Mais ne faisons pas semblant que c'est une oasis étincelante. En réalité, c'est à moitié miracle, à moitié danger biologique, et tout ce que vous avez. Présent, vous vous êtes baigné dans le Nil infesté de crocodiles, vous vous êtes poncé pour être à moitié propre, et votre corps est comme une figue séchée. L'heure du petit déjeuner, le repas le plus important et le moins glamour de votre journée égyptienne antique. Géron les attend Trupa que Bénédicte, pas de salade de fruits et absolument pas de latte glacée. Le petit déjeuner ici est moins un événement culinaire qu'une opération de ravitaillement tactique. Vous vous assiez sur un tabouret bas et si vous en avez un, vous vous accroupissez simplement dans un coin comme tout le monde. La pièce maîtresse, le pain beaucoup, dense, grossier et souvent aussi coriace qu'une sandale en cuir. Il est fait de blé amidonnier ou d'orge, cuit dans des fours en terre cuite qui peuvent ou non être partagés par les rats locaux. Ne soyez pas surpris s'il y a du sable dans votre tranche, pas comme garniture, juste un ingrédient non invité provenant des meules. Une dose quotidienne de minéraux, pourrait-on dire, puis vient la bière. Mais ne vous emballez pas, ce n'est pas une bière artisanale pétillante et rafraîchissante, c'est un pain liquide épais, trouble, tiède. Plus une bouillie qu'une pinte, elle est pleine de calories et vaguement fermentée, un smoothie médiéval avec un léger goût de céréales aigres et de survie. Même les enfants en boivent, non pas pour faire les rebelles, mais parce que c'est plus sûr que l'eau. Au moins, le processus de brassage élimine les parasites, contrairement au Nil qui, comme nous l'avons dit, est fondamentalement une bouillie de pétri. Si vous avez de la chance, et je veux dire beaucoup de chance, vous pourriez avoir un agnon ou quelques dattes séchées pour accompagner votre combo glucides et mousse. Des protéines seulement si quelqu'un a pêché un poisson et ne l'a pas immédiatement mangé cru. Alors que vous mâchez votre pain dur comme la pierre et sirotez votre bout de céréales. Les mouches bourdonnent autour de vous comme si c'était un buffet, et parce que c'en est un pour aise, vous les chassez d'une main, tenez votre coupe de l'autre et essayez de ne pas trop réfléchir au fait que c'est probablement le meilleur repas que vous aurez aujourd'hui. Le petit déjeuner en Égypte ancienne n'est pas une question de saveur, c'est une question de fonction. Il alimente votre corps juste assez pour survivre jusqu'à la prochaine fois que quelqu'un vous tendra une autre brique de pain infusé de sable. Bon appétit! Vous avez eu votre pain granuleux, votre bière épaisse et juste assez de repos pour vous considérer fonctionnel, maintenant il est temps de travailler. Et croyez-moi, le travail égyptien ancien fait passer l'épuisement professionnel moderne pour une journée au spa. Moins d'être scribe, prêtre ou de la royauté est ce qui, soyons honnêtes, n'est pas votre case, votre travail n'est que muscle et poussière. Pas de bureau climatisé, pas de pause café, pas de chaise ergonomique, juste de la sueur, du sable et un risque constant de s'effondrer avant midi. Si vous êtes agriculteur, vous serez jusqu'aux chevilles dans la boue du Nil au lever du soleil, arrachant les mauvaises herbes ou plantant de l'orge sous l'œil omniprésent d'un contremaître dont le passe-temps semble être de crier. Vous utilisez des charrues en bois, des faucilles rudimentaires et vos mains nues. Si votre dos vous fait mal, félicitations, cela signifie qu'il fonctionne. Si vous êtes ouvrier, les choses deviennent encore plus bibliques. Imaginez transporter des dépluières de plusieurs tonnes pour la construction d'un temple sous un soleil ardent, pieds nus, sur des rampes faites de gravier de prière. Pas de normes de sécurité ici, vous trébuchez. C'est une cheville cassée et un ossement d'épaule du contremaître. Travaillez sur des tombes. Si un autre niveau d'effort. Vous martelez le calcaire, ciselant des chambres funéraires pour des gens qui se reposeront plus longtemps que vous ne le ferez jamais. Et si vous gâchez la tombe d'un pharaon,
Disons simplement que la sécurité de l'emploi pourrait impliquer une chambre scellée et une malédiction. Et si vous êtes une femme, vous n'êtes pas épargnée. Le travail domestique est aussi un labeur physique, moudre le grain, transporter l'eau, tisser le lin, s'occuper des enfants, et toujours aider dans les champs. Votre pause, c'est quand le bébé fait la sieste pendant ces minutes pendant que vous préparez le dîner. Vous mangez sur le pouce, vous essuyez la sueur avec votre tunique. Vous continuez à bouger car ralentir signifie prendre du retard. Et prendre du retard signifie que quelqu'un d'autre obtient votre quota de céréales et que vous emportez le blâme. Pas de débauche, le soleil est votre superviseur. Quand il disparaît enfin derrière l'horizon, vous rentrez chez vous à moitié mort, couvert de poussière et rêvant de sandales plus douces et d'un dieu soleil moins agressif. Le travail en Égypte ancienne n'est pas seulement difficile, il est sans fin. C'est un engagement de tout le corps à la survie, jour après jour, jusqu'à ce que votre corps lâche ou que votre contremaître décide que vous ne valez pas la peine d'être nourri. Et ce n'est même pas le pire. Après avoir sué votre âme dans les champs ou la carrière, vous pourriez être tenté de grogner. Peut-être quelque chose de petit, un léger ce travail pué. Ou pourquoi est-ce que je fais ça déjà ? Arrêtez-vous là, car en Égypte ancienne, se plaindre n'est pas seulement mal vu, c'est potentiellement de la trahison. Pourquoi ? Parce que votre chef n'est pas seulement un souverain, c'est un dieu littéral. Le pharaon n'est pas un type élu ou né dans une famille chanceuse, c'est l'incarnation humaine d'Horus, fils de Ra, choisi par les cieux pour régner sur l'Égypte et maintenir l'amas, l'ordre cosmique divin intact. Un d'autres termes, si le fleuve inonde bien cette année, remerciez le pharaon. Si ce n'est pas le cas, eh bien, peut-être n'avez-vous pas assez prié. Remettre en question son autorité n'est pas seulement impoli, c'est un blasphème. Parler mal de lui pourrait vous valoir une rencontre avec un fouet, des chaînes, ou un voyage anticipé aux enfers sans aucun de vos biens funéraires préférés. Vous voyez son visage partout sur les statues, les murs des temples, les pièces de monnaie, même les moules à pain. Son nom est scandé dans les rituels, son image peinte plus grande que celle de tous les autres dans chaque fresque. Ce n'est pas une exagération artistique, c'est la loi. Et n'espérez jamais le voir si vous êtes un roturier. Le plus proche que vous pourrez en être est d'observer une barque dorée passer lors d'une fête religieuse, cligner des yeux, et il est parti, de retour dans un palais où vous n'entrez jamais, entouré de fonctionnaires, de gardes, de scribes et d'assez d'or pour financer une petite civilisation et ce qu'il fait, en fait, pour l'anecdote. Si vous avez la chance de travailler sur un projet royal, disons, une tombe, un temple ou une statue de la taille d'une montagne vous servez avec une joie divine. Du moins, c'est ce que l'État dit. Vous le dites aussi, car prétendre que vous êtes honoré de sculpter la pierre Kenner par jour est plus sûr que l'alternative, et ne pensez même pas à rébellion. Les pharaons écrasent les soulèvements plus vite que vous ne pouvez dire dynastie. Demandez simplement au dernier village qui a essayé de retenir les impôts. Oh, attendez, vous ne pouvez pas, il n'existe plus. Alors oui, le pharaon est divin, et vous avez juste la chance d'être autorisé à suer en son nom. Maintenant, retour au travail. Si vous pensiez que survivre sous le soleil était difficile, attendez de réaliser qu'en Égypte ancienne, le sable est votre colocataire, votre collègue, votre assaisonnement est votre ennemi mortel. Il est dans vos vêtements, dans votre lit, dans votre nourriture, il n'y a pas d'échappatoire. Vous pourriez être en de travailler, de prier, de dormir, ou de vous occuper de vos affaires, au marché, et soudain une rafale de vent chaud emporte tout et transforme votre visage en expérience d'exfoliation granuleuse non sollicitée. Commençons par vos vêtements. Vous portez du lin. Si léger respirant, et à peu près aussi efficace pour empêcher le sable d'entrer qu'une porte moustiquaire pour retenir de la soupe, il glisse le long de votre tunique, s'accroche à votre peau, et trouve d'une manière ou d'une autre son chemin dans des endroits dont vous ignoriez l'existence plie. Mangez bonne chance, chaque pain est en gros un piège à sable. Puisque la farine était moulue entre des dalles de pierre, de petits morceaux de gravier se retrouvaient dans la pâte.
les Égyptiens ne mangeaient pas seulement leur blé, ils mangeaient aussi leur meule. C'est pourquoi les vestiges dentaires antiques sont souvent usés à plat comme des galets de rivière. Imaginez mâcher votre petit déjeuner tout en vous limant les molaires quotidiennement. Et si vous pensiez que votre maison était une zone sans sable, détrompez-vous. Votre maison en briques de terre a des interstices, des crevasses et des fenêtres sans verre, des portails parfaits pour le sable porté par le vent. Vos sols sont couverts, vos marmites sont pleines, votre lit est fondamentalement un bac à sable déguisé en meuble, saussure, optionnel au mieux. La plupart des Égyptiens marchaient pieds nus, ce qui signifie que vous êtes toujours à un pas de transformer vos pieds en sandales de cuir usé. Si vous avez des chaussures, c'est généralement une paire de sandales basiques faites de roseaux à la mode, peut-être protectrices, pas du tout. Puis il y a les tempêtes de sable, la version égyptienne d'une gifle des dieux, soudaine, tourbillonnante, aveuglant. En instant vous parlez à un ami. L'instant d'après vous crachez de la poussière et avez l'impression que quelqu'un a vidé une plage entière dans vos orbites. La visibilité tombe à zéro et tout le monde autour de vous se transforme en silhouette vaguement toussante. En bref, le sable est le colocataire qui ne part jamais, l'épice de chaque repas et l'ennemi silencieux de vos yeux, poumons et dignité. Ce n'est pas seulement le décor de votre vie, il fait partie de votre corps maintenant, et non, vous ne pouvez pas le laver. Vous avez déjà essayé dans le Nil, qui est probablement plein de sable supplémentaire. En Égypte ancienne, la religion n'est pas juste une activité du Wektan, c'est le système d'exploitation pour tout. Votre travail, votre régime alimentaire, votre routine d'hygiène, vos rituels du coucher, tout dicté par des dieux qui semblent avoir des opinions très spécifiques. D'abord, comprenez ceci, les dieux sont partout. Votre ville a des temples dédiés à une douzaine de divinités différentes, chacune responsable d'une fonction vitale. Il y a Ra, qui pilote le soleil à travers le ciel comme s'il s'agissait d'un obé divin. 2. Le dieu à tête d'Ibi de la sagesse est en charge des scribes et des calendriers lunaires. Sobek, mi-crocodile, mi-carburant de cauchemar, garde Nil. Et Bastet, la déesse chatte, gère en gros les relations publiques. Oubliez la liberté personnelle, votre routine quotidienne tourne autour de leur plaire. Vous vous réveillez, remerciez Ra, vous renversez de la bière, vous vous excusez au prédateur. Vous vous cognez un orteil, vous maudissez discrètement ou risquez d'attirer un esprit rancunière. Avant les repas, vous offrez un peu de nourriture aux dieux. Avant de vous coucher, vous priez pour que Sut, dieu du chaud, ne mette pas votre maison dans un désarroi existentiel pendant la nuit. Même les funérailles sont des affaires de plusieurs jours où le défunt doit passer des épreuves, éviter les démons et prouver qu'il était moralement décent ou risquer l'effacement éternel. En parlant de l'au-delà, les anciens égyptiens le prenaient très au sérieux. Vous ne mourrez pas simplement et ne passez pas à autre chose. Vous devez passer un processus de jugement impliquant la pesée de votre cœur contre une plume de la vérité. Si votre cœur est plus lourd, à cause de mensonges, de cruauté, ou peut-être d'avoir volé la chèvre de quelqu'un, vous êtes dévoré par Ami, une créature avec la tête d'un crocodile, le corps d'un lion et les jambes de votre pire cauchemar. Alors oui, même dans la mort, vous êtes toujours en période d'essai, mais voici le rebondissement, ce système de croyances complexe n'est pas déprimant, il est réconfortant. Les Égyptiens croyaient que la vie faisait partie d'un équilibre cosmique, et si vous suiviez les rituels et mainteniez l'ama et le principe de vérité et d'ordre, vous aviez une chance d'une éternité paisible, complète avec nourriture, famille, et peut-être un bateau. Bien sûr, plus vous étiez riche, plus les dieux semblaient vous remarquer. Les temples étaient massifs, les prêtres puissants, et les paysans. Eh bien, ils espéraient juste que les dieux se sentiraient généreux ce jour-là. Car en Égypte ancienne, la foi n'est pas optionnelle, c'est votre description de poste, votre plan d'assurance et votre itinéraire de voyage pour la prochaine vie. Vous avez marché sur quelque chose de tranchant, vous vous êtes fait mordre par une chose étrange, ou avez attrapé quelque chose de contagieux et ce qui, en Égypte ancienne, est fondamentalement un mardi. Il est temps de chercher des soins médicaux
N'attendez juste pas une salle d'attente ou un environnement stérile. Vous êtes sur le point d'être guéri par une combinaison de sorts, d'herbes et d'un optimisme pur. D'abord, vous serez amené chez un médecin, et pour être juste, ils étaient parmi les plus avancés du monde antique. Ils avaient des outils chirurgicaux, des textes médicaux et une bonne compréhension de l'anatomie. Mais voici le Christiance en Égypte ancienne s'accompagnait toujours d'une forte dose de magie. On vous donne un cataplasme fait de miel, de pain moisi et d'herbes écrasées. Le miel étant fait antibactérien, et la moisissure a des propriétés de penpreinkos, donc ça marche en quelque sorte. Mais avant de l'appliquer, le guérisseur chantera un surprotecteur, juste pour être sûr, car on ne sait jamais quand vos crampes d'estomac sont en réalité le résultat d'un fantôme rancunier ou d'un dieu en colère. Mal à la tête. Vous pourriez recevoir une dose d'oignon écrasé frotté sur votre cuir chevelu pendant que quelqu'un récite un hymnateux. Vous avez une toux. Talez du fumier de vache mélangé à des dattes sur votre poitrine et voyons ce qui se passe. Infection oculaire. L'heure d'une pâte de sang de lézard, d'ocre et de bière, plus une prière à Horus. Chirurgie, cela arrivait parfois. Les abcès étaient drainés, les os étaient remis en place, et les plaies étaient suturées avec du fil de lin. Mais il n'y a pas d'anesthésie, juste un couteau aiguisé et un ami pour vous maintenir les épaules pendant que vous hurlez dans un oreiller en briques de terre. Dentisterie, pas terrible. Vous vous souvenez de tout ce sable dans le pain, vos dents sont usées des veaux un temps. Si l'une s'infecte, vos options sont de le vivre avec, en mourir, ou la faire arracher avec quelque chose ressemblant à des pinces fabriquées par un forgeron aux faibles exigences. Et n'oublions pas les amulettes. Que vous accouchiez, que l'on vous couse une plaie ou que vous éternuiez juste trop fort, un bon médecin prêtre vous accra probablement un charme autour du cou, juste au cas où le vrai problème serait un esprit serpe invisible enroulé autour de votre rate. Alors oui, la médecine égyptienne a eu ses moments, mais la plupart du temps, mieux valait croire aux dieux car votre pansement est littéralement une prière. Voici un rebondissement tri la plupart des gens l'ignorant, mais les femmes égyptiennes anciennes avaient plus de droits que beaucoup de femmes dans les civilisations ultérieures. Elles pouvaient posséder biens, gérer des entreprises, demander le divorce, et même poursuivre un homme en justice. Ça semble progressiste, n'est-ce pas? Mais avant de rêver arrière de beaux Gilles voyageant dans le temps, calmez-vous, car si leur statut juridique pouvait impressionner, la réalité quotidienne n'était pas si glamour. Si vous êtes une femme en Égypte ancienne, vous vous réveillez probablement avant le lever du soleil. Vous moulez le grain à la main, utilisant une énorme pierre plate qui broie à la fois le blé et votre colonne vertébrale. Ensuite, il faut transporter l'eau du Nil, préparer le petit déjeuner, s'occuper des enfants, gérer le ménage, nourrir les animaux et, si besoin, aider dans les chanches. Vous êtes une force de travail à vous seul, vêtue de lin, Pas de temps pour soi, pas de jour au spa, et certainement pas de congé maternité. L'accouchement est risqué et douloureux. Les sages-femmes sont utiles, bien sûr, mais pas d'épidural, pas de désinfectant, et pas de liste de lecture d'accouchement avec des harpes apaisantes. Vous accouchez dans une pièce chaude avec de l'encens, des prières, et, espérons-le, pas trop d'hémorragie. Parlons mode. Les robes en lin sont légères et respirantes, mais pas de sous-vêtements et souvent pas de chaussures. Le soleil brûle votre peau, le sable s'incruste partout, et les insectes pensent que vous êtes un buffet à volonté. Envie de maquillage. Supé, les femmes égyptiennes portaient des cosmétiques, mais ils étaient à base de plomb et appliqués avec des dés bâtonnets qui ressemblaient étrangement à des cure-dents. Maintenant, si vous avez la chance de naître dans une famille riche, les choses sont meilleures. Vous pourriez lire, écrire, gérer des comptes de domaine ou devenir prêtresse. Si vous êtes né royal, vous pourriez même devenir pharaon comme Hatshepsut ou Cléopâtre qui régnait avec brio et un Héliné terrifiant. Mais si vous êtes pauvre, votre statut peut être légal, mais votre réalité est physique. Vous travaillez, suez, vous penchez, portez, accouchez, enterrez et priez. Vous n'êtes pas enchaîné par la loi, mais par la survie. Pourtant, les femmes égyptiennes avaient une autonomie, et cela a compté.
Elles pouvaient parler devant les tribunaux, conserver leur héritage et ne devenaient pas des propriétés en se mariant. Comparé à de nombreuses sociétés antiques, c'est énorme. Alors oui, les femmes égyptiennes avaient des droits, mais le confort, c'est réservé aux statues et aux déesses, pas à la femme qui a les coudes dans la pâte tout en chassant les mouches d'un en main. Vous avez survécu à une autre journée éreintante dans l'Égypte ancienne. Vous avez mangé votre pain granuleux, transporté vos seaux, évité la colère divine, et peut-être même échappé à une tempête de sable. Il est temps de vous détendre, n'est-ce pas? Faux. Car en Égypte ancienne, votre véritable épreuve commence après votre mort. La mort n'est pas la fin, c'est juste le début d'un voyage incroyablement bureaucratique et en plusieurs phases à travers l'au-delà. Et si vous pensiez que le contremaître était strict, attendez de rencontrer les dieux du jugement d'abord. Votre âme fait un voyage vers la salle de l'amas. Là, devant un tribunal de 32 divinités, vous devez proclamer votre innocence dans ce qui est fondamentalement la plus ancienne déposition juridique de l'histoire. Vous dites des choses comme « je n'ai pas volé »,« je n'ai pas menti »,« je n'ai pas convoité l'âne de mon voisin », tout en espérant que les dieux y croient. Puis vient l'épreuve du cœur, littéralement. Votre cœur, considéré comme le siège de l'âme, est placé sur une balance en face de la plume de Maat, symbole de vérité, de justice et d'équilibre. Si votre cœur est plus lourd la plume, eh bien, cela signifie que vous avez mené une vie impie. Voici, amis, millions microcodiles, mythippopotames totalement terrifiantes. Elles ne vous arrêtent pas, elles ne vous infligent pas d'amende, elles dévorent votre âme, la détruisant pour toujours. Pas d'au-delà, pas de seconde chance, juste une non-existence éternelle, ce qui, dans une culture obsédée par l'éternelle punition ultime. Et ça s'améliore. Vous pouvez vous condamner non seulement par vos actions, mais par vos paroles. Une mauvaise confession, une ligne oubliée pendant votre jugement, ébaumes oblitérations spirituelles. C'est comme un examen à livre ouvert où l'échec signifie être dévoré par un hybride mythologique de la mort. Si vous réussissez, félicitations, vous entrez dans le champ de roseaux, une version paisible et idéalisée de l'élégie où votre âme vit pour toujours avec bateau des récoltes, votre famille, et vraisemblablement moins de puces de sable. Mais les enjeux, normes, c'est pourquoi les Égyptiens étaient obsédés par la préparation des tombes. Les rites funéraires et les textes magiques, comme le livre des morts, une antisèche spirituelle pleine de prières, de sorts et de conseils utiles comme « N'insultez pas le dieu crocodile ». Alors oui, l'au-delà pourrait être magnifique, mais seulement si vous vivez votre vie très prudemment. En gros mots, une taxe de temple impayée et votre prochaine étape est le déjeuner pour amis. Dormez bien. S'il y a une petite grâce en Égypte ancienne, c'est celle-ci, le lin béni respirant. Toute votre garde-robe, et celle de tout le monde, est faite de ce tissu végétal, si léger, frais et laisse votre peau respirer sous la chaleur torride. Si la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle, c'est à peu près là que le confort s'arrête. Que vous soyez agriculteur, bâtisseur, prêtre ou vendeur, vous portez la même tenue tous les jours. Pour les hommes, un courquil ou pagne blanc. Pour les femmes, une robe de lin droite, sans manches, parfois maintenue par des bretelles, parfois non. Si vous êtes de la classe supérieure, vous pourriez avoir des plis, des perles ou des motifs fantaisie. Ce n'est pas le cas, c'est du blanc uni ou légèrement grisâtre, selon le temps écoulé depuis le jour de la lessive. Oh, et le jour de la lessive. Vous frottez vos vêtements à la main dans le Nil en espérant qu'un hippopotame n'émerge pas au milieu du rinçage. Sous-vêtements, optionnel. Chaussures, également optionnelles. La plupart des gens marchent pieds nus. Les sandales faites de roseaux tressés ou de cuir sont réservées aux occasions spéciales ou aux prêtres des temples. Alors, à moins d'être de la royauté, attendez-vous à passer vos journées avec du sable chaud entre les orteils et peut-être une pierre tranchante dans le talon. Accessoires. Absolument, mais principalement fonctionnels. Amulettes de protection, colliers pour montrer le statut, et maquillage pour les yeux fait de colle en poudre, qui n'était pas seulement pour la mode. Il aidait à réduire l'éblouissement du soleil, était censé éloigner les infections. Ou même les linées avaient un rôle en Égypte ancienne.
Mais peu importe comment, vous vous habillez bien. Les insectes s'en fichent, mouches, mouches roncheront, moustiques, ils considèrent votre tenue arrêt comme une invitation. Vous passez la journée à les chasser constamment, à vous frotter avec des huiles parfumées, et à prier pour que votre lin ne vous colle pas comme un rideau mouillé dès que le soleil atteint sa pleine puissance. Et bien sûr, votre tenue ne change pas avec les saisons, car l'Égypte n'a pas vraiment de saison juste chaud et un peu moins chaud. Donc votre ensemble en lin est fondamentalement votre uniforme toute l'année, qu'il fasse 15 degrés Celsius ou une soirée fraîche à 25 degrés. Alors oui, les vêtements égyptiens étaient légers, élégants et bien plus confortables que ce que les Romains porteraient plus tard. Mais ne vous laissez pas tromper par les tenues aériennes, car peu importe à quel point votre tunique est légère, votre vie reste lourde de labeur, de chaleur, de sable et d'insectes qui refusent de respecter votre espace personnel. Vous avez survécu à une autre journée égyptienne brûlante y transportant des briques, évitant les tempêtes de sable et priant pour que votre lin ne se désintègre pas en plein milieu de la tâche. Mais en Égypte ancienne, la survie est toujours temporaire, car peu importe votre robustesse, vous ne vivrez probablement pas au-delà de 35 ans. Décomposons cela si vous survivez à l'enfance, et ce qui est déjà un exploit compte tenu des taux de mortalité infantile astronomiques, vous êtes catapulté directement à l'âge adulte des 30 ans. Mariage, travail et élevage d'enfants commencent tout tôt, car honnêtement, vous manquez de temps. Vous pourriez mourir d'un coup de chaleur, d'une coupure infectée, d'un accouchement de crocodile, de piqûres de scorpion ou de mauvais pain. Et oubliez les antibiotiques, si vous avez de la fièvre, le meilleur traitement est le miel, les herbes, et espérez Dieu n'ont pas d'autres plans pour votre âme. Mais voici le rebondissement les Égyptiens n'avaient pas peur de la mort. Ils la planifiaient. En fait, ils la planifiaient mieux que la plupart des gens ne planifiaient leur retraite aujourd'hui. Vous êtes riche, vous commandez une tombe, la version antique d'une suite 5 étoiles pour l'éternité. Vous commencez à accumuler des biens funéraires, ces bijoux, offrandes de nourriture, parfums, statues, même de minuscules poupées, servantes appelées Shoapti pour faire vos tâches dans l'au-delà, et pensez-y comme des stagiaires spirituels qui travaillent pendant que vous faites la sieste éternellement. Votre corps est embaumé, enveloppé dans du lin, rempli de natron et sel naturel et soigneusement rangé dans un sarcophage peint. Vous êtes enterré avec un exemplaire du livre des mortes, qui est moins une histoire de malheur qu'un guide de voyage mystique, complet avec des mots de passe pour l'au-delà. Des sorts pour confondre les démons et des instructions pour ne pas être dévoré par des monstres dévoreurs d'âmes. Si vous êtes pauvre, eh bien votre tombe est probablement une fosse peu profonde dans le sable. Votre corps est enveloppé dans le tissu que votre famille peut épargner, peut-être un pot ou deux placés à proximité, puis recouvert de terre. Pas de fresque murale, pas de masque d'or, juste vous et le vent. Mais même les Égyptiens les plus pauvres s'accrochaient au rêve d'un paradis paisible et fertile appelé le Changeant des roseaux, où l'on cultive sans sueur, mange sans faim mais navigue sur le Nil pour toujours sous un doux soleil. Alors oui, vous mourrez probablement jeune en Égypte ancienne, mais si vous avez bien vécu, bien prié et n'avez pas insulté trop de dieux à tête de chacal, vous pourriez bien passer l'éternité avec style. Vous êtes enfin parvenu dans l'au-delà, ou du moins dans la tombe où vous avez embaumé, enveloppé, béni et enterré. Le temps de reposer en paix, n'est-ce pas? Eh bien, pas exactement, car en Égypte ancienne, même les morts se font voler. Commençons par une vérité simple, les tombes sont pleines de choses précieuses, or en mulettes, bijoux îles parfumés, statues sculptées, coffres remplis de linge, et pour les pharaons, des cargaisons entières de trésors. Le tout destiné à être emporté dans l'au-delà. Mais un trésor dans tombe est fondamentalement une invitation ouverte pour quelqu'un avec un ciseau et de mauvaises intentions. Le pillage de tombes était si courant qu'il est devenu un problème latent. Les pharaons ont essayé de le combattre en cachant leurs tombes profondément dans des falaises, en les verrouillant derrière des trappes et en griffonnant des malédictions terrifiantes sur les murs. Des choses comme Tchuk, un crocodile dévore ton âme, ou
cul tes membres sont tordus pour toujours par un serpent de feu. Les malédictions n'ont pas fonctionné. Les pileurs de tombes venaient quand même, la nuit, en secret, avec des informations privilégiées. Parfois, c'étaient des locaux, parfois des ouvriers corrompus qui avaient aidé à construire les tombes. Dans certains cas, même des prêtres et des gardes étaient complices. Et la punition pourrait être attrapée, sévère. Pensez au coup public, à la mutilation, à l'exil ou à la mort. Mais compte tenu de la valeur des biens funéraires, surtout l'or et l'encens rares, le risque semblait souvent en valoir la peine. Après tout, les morts ne ripostent pas. Mais ce ne sont pas seulement les riches qui se faisaient voler. Même les tombes des roturiers étaient perturbées. Les Égyptiens plus pauvres pouvaient être enterrés avec un petit pot de bière ou un pour l'au-delà. Cela valait toujours la peine d'être volé, la nourriture était rare, les outils étaient précieux et le lin était une monnaie. L'ironie. Le pillage de tombes n'était pas seulement une question de cupidité, parfois c'était une question de survie. L'Égypte a traversé des famines, des effondrements politiques et des invasions. Un ouvrier affamé pouvait s'introduire dans une tombe non pas pour le trésor, mais pour de la nourriture. Et quand vos enfants meurent de faim, quelques offrandes funéraires ressemblent moins à des objets sacrés qu'à un dîner. Alors, en Égypte ancienne, vous n'êtes pas en sécurité juste parce que vous êtes mort. Votre tombe peut être pillée, votre nom effacé, et votre momie déballée par une âme désespérée armée d'une pioche et d'un jugement moral discutable. Reposez en paix, seulement si personne ne sait où vous êtes enterré. Nous les avons tous vus, ces sculptures majestueuses et mystérieuses sur les murs des temples et des tombes. Oiseaux aux yeux serpents, fleurs de lotus, hommes marchant de côté comme s'ils étaient sur un défilé de mode. Les hiéroglyphes égyptiens anciens, visuellement époustouflants et incroyablement difficiles à apprendre. Bien sûr, ils ont l'air cool, mais essayez de les lire. Les hiéroglyphes n'étaient pas seulement un art décoratif, c'était un système d'écriture à part entière, avec plus de 700 caractères et en constante évolution. Certains symboles représentent des mots entiers, d'autres des sons, et beaucoup sont des déterminatifs qui clarifiaient le sens car, vous savez, écrire le mot étoile, avec un symbole d'étoile réel pourrait être trop simple. Et n'attendez pas d'espace ou de ponctuation, l'écriture égyptienne ancienne était fondamentalement une longue et belle énigme avec une touche artistique, 0 voyelle et un profond besoin de contexte. Oh, et elle peut être écrite de gauche à droite, de droite à gauche, ou de haut en bas, selon l'envie du scribe ce jour-là. L'astuce? Regardez dans quelle direction les oiseaux ou les personnes sont tournés. C'est votre sens de lecture. S'ils sont tournés vers la droite, lisez vers la droite. Tournez vers la gauche, lisez vers la gauche. Et s'ils sont à l'envers, bonne chance. Apprendre à écrire les hiéroglyphes n'était pas pour les roturiers. L'alphabétisation était rare, peut-être 1% de la population pouvait réellement lire et écrire. Si vous vouliez y entrer, vous deviez devenir scribe, ce qui signifiait des années d'éducation intense dès l'enfance. Vous mémorisiez des centaines de symboles, copiez des parchemins sans fin et pratiquiez tellement que votre main se recroqueillait probablement en une griffe dès l'âge de 1600. Mais la récompense, norme, les scribes étaient respectés, bien nourris, et n'étaient jamais forcés de transporter des briques sous le soleil. Au lieu de cela, ils écrivaient des registres fiscaux, des documents judiciaires, des lettres et des textes religieux. Ils étaient essentiels à la société et protégés de la plupart des travaux manuels. Dans un monde où l'écriture était pouvoir, les scribes régnaient discrètement depuis l'ombre. Pour le reste de la population, cependant, l'écriture était quelque chose de magique. Littéralement, les hiéroglyphes étaient censés avoir un pouvoir sacré. Écrire le nom de quelqu'un préservait son âme, l'effacer, annihilation spirituelle totale. Alors oui, l'orthographe comptait vraiment. Alors que les hiéroglyphes peuvent ressembler à des émojis antiques, ils sont plus comme un lubique sublinguistique enveloppé de mythes, de mathématiques et de mystères. Beau? Oui. Facile à apprendre? Absolument pas. Après ce qui semble être 300 chapitres de chaleur, de faim, de sable, de superstition et de labeur éreintant,
Il est temps de poser la grande question, survivriez-vous une seule journée en Égypte ancienne? Soyons honnêtes, probablement pas. Bien sûr, il est facile de romancer le monde antique, tritombe doré, air parfumé au lotus, hiéroglyphes gracieux, dieux à tête d'animaux, et un goût pour l'ordre et la beauté. Mais derrière les monuments emblématiques et l'art époustouflant se cachait un monde de réalité brutale qui n'épargnait personne, sauf les lits. Votre journée égyptienne moyenne commençait avec un sol en terre battue, un nuage de mouches, et la certitude que si vous ne travailliez pas, vous ne mangiez pas. Vous marchiez pieds nus sur le sable brûlant, transportiez ou véo, cuisiniez sur des feux ouverts, viez côte à côte avec les insectes, la fumée et le bétail. Vous vous inquiétez des maladies, de la punition divine, et de savoir si un serpent pourrait se glisser dans votre natte de couchage. Vous n'aviez pas de dentifrice, pas de médicaments, pas de plan de retraite, et si vous aviez de la chance, peut-être 2 changements de lin. Vous serviez un roi-dieu qui pouvait prendre votre terre par décret, un climat qui cuisait votre peau dès midi, et une religion qui exigeait que vous passiez un thé divin littéral après la mort juste pour entrer dans la bonne version de l'au-delà. N'oublions pas non plus les choses que vous n'aviez pas prévues, pas d'antibiotiques, pas de crème solaire, pas d'intimité, pas de plomberie, pas d'analgésique et pas d'échappatoire facile. Une fois né dans votre classe, c'était tout. Pas de promotion, pas de changement de carrière, pas de se trouver. Vous étiez ce soit scribe, agriculteur, ouvrier, maire, serviteur, ou mort. Et pourtant, malgré tout cela, les anciens Égyptiens n'étaient pas misérables. Ils croyaient profondément en leur Dieu, en leur but et en la beauté de la vie. Ils aimaient la musique, la danse, la nourriture, la famille et les festivals. Ils plaisantaient, ils peignaient, ils imaginaient l'éternité avec suffisamment de clarté pour construire des monuments de pierre qui subsistent encore aujourd'hui. Mais pour une personne moderne, sans votre climatisation, votre filtré, votre Advil, vos baskets et votre smartphone, vous plieriez avant la 2e tempête de sable. Alors non, vous ne tiendriez pas une journée en Égypte ancienne. Mais c'est normal, car eux ont duré des milliers d'années, peut-être. Et juste peut-être, est-ce pour cela que nous en parlons encore?